Bonjour, COP21 oblige, vous en avez beaucoup entendu parler ces dernières semaines et vous continuerez sans doute à en entendre parler encore longtemps. Je veux évidemment parler du changement climatique, car c'est désormais une réalité, quelles que soient les actions que chacun de nous mènera pour les limiter, les impacts de ce changement climatique vont se faire ressentir partout, plus ou moins fortement. Augmentation de la température de l'air, augmentation de la température de l'eau, acidification des océans, sécheresse, incendie, recul des forêts, montée du niveau des océans, nul ne sera à l'abri. Un chiffre d'ailleurs circule, cité dans un rapport du Bureau des Nations Unies. En 20 ans, les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes ont tué pas moins de 600 000 personnes dans le monde. Avec ces îles basses et ces atolls, le Pacifique ne sera évidemment pas épargné. Et cette région, de par sa fragilité et sa vulnérabilité, est d'ailleurs souvent utilisée comme témoin pour mesurer les impacts de ces changements. En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, il semble que notre territoire sera relativement épargné par les effets du changement climatique. Et c'est d'ailleurs tout le paradoxe pour un territoire qui se place au 15e rang mondial des émissions de gaz à effet de serre par habitant. Quoi qu'il en soit, de nombreux scientifiques mènent actuellement de nombreux programmes de recherche sur le caillou afin de rassembler le plus de données possible et ainsi créer des modèles précis pour simuler l'évolution du climat dans la région. Et c'est justement ce à quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui dans cette émission. Pour commencer, nous allons nous intéresser au corail. Vous le savez, les 4500 km² de récifs que compte la Nouvelle-Calédonie représentent un enjeu important puisqu'ils protègent par exemple le littoral des tempêtes et abritent des milliers de poissons, source d'alimentation et de revenus non négligeables. On estime ainsi que dans le monde, les récifs rapportent chaque année quelques 30 millions de dollars. Or, ces récifs sont fragiles et très sensibles aux variations de température. Une augmentation de l'eau de plus de 4 degrés entraînerait ainsi leur disparition totale. Nous avons rencontré Ricardo, un chercheur de l'IRD qui étudie la manière dont réagissent exactement les coraux, notamment face à l'acidification des océans et au réchauffement de l'eau. Je suis chercheur surtout pour évaluer les effets du changement climatique sur les récifs coralliens, que c'est en gros ma vraie spécialité. Tout le monde connaît un petit peu l'effet du changement climatique. On sait que dans les prochaines 20-30 années, pour arriver à la fin du siècle, on aura un réchauffement important de l'eau de l'atmosphère et aussi de l'eau plus acide. On l'appelle l'acidification des océans. Ça, c'est les deux composants principaux des changements climatiques en regardant la mer, l'océan. Ces deux phénomènes, ils vont affecter la vie de tous les organismes qui sont dans la colonne d'eau et qui sont accrochés aux récifs, les récifs eux-mêmes. Les coraux principalement, donc. Et ma spécialité est donc d'étudier la réponse physiologique des coraux à ces changements climatiques. Et il faut dire d'abord qu'on ne connaît pas totalement la physiologie, le métabolisme des coraux à l'heure actuelle. Donc ils changent avec les changements des températures, des lumières, etc. Et on ne connaît pas vraiment totalement ça, même si ça fait 40-50 années qu'on étudie ça. C'est vraiment un écosystème très très complexe. Et on essaye de dire, ok, fin du siècle, quand il y aura 2-3 degrés en plus ou quand l'eau il sera plus acide qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va arriver à les coraux, donc aux récifs coralliens. Et ça, c'est mon boulot. Et j'essaie de le faire en mer, donc directement où les coraux vivent, et aussi reproduire des conditions en aquarium et étudier les réponses en aquarium. C'est la chose plus facile, mais moins écologique, c'est clair. Ça, c'est un instrument pour mesurer le pH de l'eau de mer à haute fréquence.
Et donc on va les poser au fond, à côté du récif. Et il va mesurer les pH de l'eau de mer en continu, à haute fréquence, donc en continu. Et c'est important pour savoir la variabilité du pH pendant les jours, la nuit et les saisons. Et la mesure de pH, c'est très important pour la calcification des coraux. L'acidité, c'est dû à l'augmentation des gaz carboniques, des CO2 dans l'atmosphère. Et cette CO2, il vient absorbé par l'océan et il change totalement l'équilibre chimique des carbonates, bicarbonates, pH dans l'océan. Et donc, le résultat, c'est qu'il y a moins de carbonates dans l'eau et le pH est plus faible. Ça veut dire, vous savez, les organismes, les coraux, ils construisent un squelette de carbonate de calcium. Donc, il utilise les carbonates présents dans l'eau pour calcifier. Si cette carbonate diminue de concentration due à l'acidification des océans, due à la diminution des carbonates dans l'eau, ça veut dire que cette corail, il grandira moins vite et avec un taux de croissance plus faible. Et ça, c'est une des questions plus importantes par rapport à l'acidification des océans. Mais aussi, cette corail vit dans la mer à une température de 25 degrés. Si on monte de 2-3 degrés à l'avenir, dans les prochaines 20-30 années, cette corail pourra être stressée, donc elle ne pourra même pas calcifier comme il calcifie d'habitude. Simplement, il meurt. Donc on perd totalement la colonie. Le corail est composé par milliers d'individus. Chaque point que vous voyez ici, c'est une polype. Et les polypes, ils sont connectés l'un l'autre pour former une colonie. Et donc, sont complètement liés. Et cette petite branche des Acropora grandit dans toutes les directions et forme les récifs qu'on voit. Le corail est recouvert par un tissu et ce tissu est colonisé par des millions des algues qu'on appelle zooxanthelles. La richesse de cette symbiose entre le corail, donc l'animal, et l'algue, la zooxanthelle, est qu'il y a une symbiose, mutualisme. Donc, les zooxanthelles, avec la photosynthèse, ils produisent des sucres. Les sucres sont donnés à l'animal qui peut grandir et il peut calcifier. Donc, quand il y a, par exemple, une augmentation des températures très importante, et le corail est stressé, il ne peut pas garder dans ce tissu cette algue unicellulaire parce que c'est un stress pour lui. Donc il rejette cette algue et le corail est blanchi. Mais il n'est pas encore mort, le tissu est là, est vivant, mais il n'y a plus de zooxanthelles. Si le stress persiste, alors même l'animal, même le tissu, il va nécroser, il va mourir et on a donc ça. Notre intérêt est de savoir quelle est la croissance des coraux ici aujourd'hui. Et c'est un point important parce qu'on ne connaît pas vraiment. Nous, on dépend du climat, pas changement, nous on dépend du climat. Et nous, on dépend aussi du récif. Sur une île comme la Nouvelle-Calédonie, les récifs sont tout autour de la Nouvelle-Calédonie. On dépend du récif parce qu'il nous protège des vagues océaniques, il nous donne à manger et il abrite milliers d'espèces différentes que nous on pêche. Donc, si les changements climatiques ils vont affecter les récifs,
il y a aussi un effet sur l'homme. Donc oui, on est très liés. Mais les changements climatiques ils vont affecter aussi notre vie quotidienne. Vous imaginez avoir une température de 2-3 degrés en plus, la montée de la mer de 1 mètre. Donc tout ça, ça fait un petit peu peur. Je ne vais pas être pessimiste. Moi, je suis dans un côté plus optimiste. Je pense que les récifs vont réagir. Il y a certaines espèces qui vont mieux grandir dans des conditions futures. Des autres, elles vont disparaître. Sûrement, les récifs vont changer un petit peu. Dans quelle direction encore, on ne peut pas le dire. Penchons-nous maintenant sur un autre écosystème très présent en Nouvelle-Calédonie. Comme dans toutes les zones tropicales du monde, il s'agit de la mangrove. À l'heure actuelle, on estime que 35% des mangroves ont déjà disparu de la planète. Et quand on sait que les palétuviers qui la constituent sont certes un abri pour les jeunes poissons, mais aussi de véritables pièges à carbone, on se dit qu'il serait préférable d'inverser la tendance. Nous avons rencontré Adrien Jacotto, un doctorant qui, avec le soutien de l'Institut de recherche pour le développement et l'Université de la Nouvelle-Calédonie, a mis en place une expérience originale pour mieux connaître les réactions des palétuviers face à l'augmentation du niveau de la mer, mais aussi pour mesurer exactement le taux de carbone que ces arbres pouvaient stocker. Donc nous nous trouvons sur le site de la Maison de l'Environnement à Boulari, à proximité de la mangrove de Boulari qui se trouve derrière moi. C'est ici que nous avons installé des serres qui nous permettent d'expérimenter le changement climatique sur les palétuviers. Serres que je vous propose maintenant d'aller visiter et de vous expliquer leur fonctionnement. Donc nous voici dans une des serres dans laquelle on a installé deux espèces de palétuviers. Avicennia marina à ma droite ici et Rhizophora stylosa sur l'autre côté. Ces deux espèces sont les plus représentées sur le territoire. Elles représentent la plus grande surface de toutes les mangroves. Donc c'est les deux qui sont les plus emblématiques ici et les plus faciles à étudier. Alors ici on dispose en tout un peu plus de 2000 plants. On a 1200 plants de Rhizophora stylosa, qui est le plant que je montre ici, et 800 plants d'Avicennia marina. Ces plants ils proviennent de la mangrove d'Unjo. Ils ont été récoltés par KNS et la tribu de Unjo dans le programme de replantation de KNS. Ces palétuviers, on les a placés dans des bacs à marée. Donc, une méthode artisanale qui permet de représenter ce qui se passe dans le milieu naturel, c'est-à-dire l'effet de la marée. On a ici sur le bas une réserve d'eau salée. Elle provient de la baie de Boulari. On a mis en place un tuyau qui puise de l'eau à 120 mètres de la côte pour essayer d'avoir la meilleure qualité possible. Sur le haut, on y a planté les palétuviers. Et un système de pompe permet d'amener l'eau salée vers le bac du haut. Et quand on coupe l'allumage des pompes, l'eau redescend vers le bas et ainsi on se trouve en marée basse. Alors ici, on va mener deux expériences pendant 18 mois. La première expérience consiste à augmenter la durée d'immersion des palétuviers. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une marée normale qui dure 6 heures environ, on va durer une marée de 8 à 9 heures. Alors pour ça, il suffira juste d'augmenter le temps d'allumage des pompes. Le but de cette expérience, c'est de savoir si, en augmentant le niveau des océans, est-ce qu'on va freiner la productivité des palétuviers en les obligeant à user beaucoup plus d'énergie pour lutter contre la salinité. Les mangroves de Nouvelle-Calédonie sont très préservées, excepté sur le pourtour de Nouméa, en aval de Ferme-Cocolle et en aval des mines. Le développement industriel, le développement économique de la Nouvelle-Calédonie s'est fait par le développement des activités minières
et il a été fait le choix d'utiliser des usines à charbon. Donc effectivement, la Nouvelle-Calédonie est un producteur important de CO2, mais le CO2 émis par les usines à charbon, d'une manière générale, le CO2 émis par l'homme peut être fixé, récupéré par les océans ou par la végétation. Il se trouve que la mangrove est un écosystème qui fait partie de ceux qui fixent le plus de CO2 et qui peuvent stocker le carbone. D'où l'importance d'étudier les relations entre le dioxyde de carbone et la mangrove, et c'est également ce que nous faisons au sein de ces serres. Alors ici on se trouve dans la zone où il y a la centrale de CO2 qui se compose de 2 bouteilles de gaz reliées à tout un système d'injection. Ce système d'injection lui-même est connecté à un dispositif électronique qui est ici. Ce dispositif électronique est lui aussi relié à des sondes. Ces sondes elles nous permettent de mesurer en temps réel la concentration en CO2 dans l'atmosphère et en lui donnant une consigne, par exemple 800 ppm, si la concentration que l'appareil mesure est inférieure à cette consigne, il va injecter du gaz. Si la concentration est égale à la consigne, il n'injectera pas de gaz. On place les palétuviers dans cette zone-là qu'on appelle un mésocosme. C'est en fait une zone confinée dans laquelle on peut contrôler les paramètres environnementaux, donc la température, l'humidité et la concentration en gaz, ce qu'on cherche à avoir. Et ce qu'on fait, c'est qu'on amène le gaz par une coursive, on y place la sonde à l'intérieur et la zone sera totalement enrichie en CO2. Le but du jeu, c'est d'essayer d'atteindre des concentrations qui seront présentes dans l'atmosphère à la fin du siècle. Donc on essaye de mesurer déjà dans un premier temps les deux expériences séparément, c'est-à-dire l'effet de la durée d'immersion et ensuite l'effet de l'enrichissement en CO2. Et parallèlement à ça, on va faire une manip croisée finalement, on va faire à la fois un enrichissement en CO2 et une augmentation de la durée d'immersion. En fait, on cherche à se rapprocher vraiment de ce qui va se passer à la fin du siècle. On trouve des mangroves sur près de 75% des littoraux tropicaux et ce sont principalement des pays en voie de développement, des pays émergents qui ont besoin de la mangrove d'une part pour l'équilibre écologique du littoral, mais aussi pour les gens du littoral qui vivent de la mangrove, qui pêchent, qui chassent dans la mangrove. Et la mangrove est un écosystème menacé. Donc là, je suis en train de fixer une feuille de palétuvier dans une chambre qui est hermétique et étanche, voilà, en lui mettant une source de lumière pour qu'on puisse se retrouver en luminosité saturante. Et ça va me permettre de mesurer l'activité photosynthétique de ce palétuvier, c'est-à-dire que je mesure la concentration en CO2 qui est captée avant de passer dans la feuille. Mon gaz circule dans un système, passe au niveau de la chambre où j'ai enfermé la feuille, et après je remesure cette concentration à la sortie de la feuille. Et ce que je mesure, en fait, finalement, ce sera la différence entre ce qui est rentré et ce qui est ressorti. Et cette différence, en fait, c'est le taux de CO2 qui a été fixé par le palétuvier. Voilà. Et c'est une mesure que je fais en temps réel. Donc l'idée de ces manipulations, c'est effectivement de voir si on augmente les concentrations en CO2 dans l'atmosphère, donc ce qui risque de se passer sur les prochaines années. Est-ce que la mangrove va pouvoir fixer ce surplus de CO2 et aider à diminuer les concentrations dans l'atmosphère. Et c'est très important parce que ce CO2, quand il se retrouve au niveau des couches hautes de l'atmosphère, elle contribue à l'effet de serre, c'est-à-dire qu'on provoque une augmentation de la température en surface de la planète. Et c'est pour ça qu'on parle de réchauffement climatique, entre guillemets. Ce réchauffement climatique il s'accompagne aussi effectivement d'une montée d'eau des océans, et c'est pour ça qu'on travaille ici sur une deuxième expérience, qui est de traiter l'augmentation de la durée d'immersion et voir cet effet sur l'écosystème mangrove. Étudier et mesurer pour mieux connaître et mieux modéliser, voilà le rôle des scientifiques que nous avons pu rencontrer dans les deux précédents reportages. Mais pour réduire les effets du changement climatique, il faut aussi proposer des actions concrètes et trouver des solutions pour s'adapter. Une adaptation qui, selon une étude, pourrait coûter de 150 à 450 millions de dollars d'ici 2050. Dans le Pacifique, une forte mobilisation est née depuis de nombreuses années, notamment sous l'égide du Forum des îles du Pacifique. En Nouvelle-Calédonie, un projet régional a vu le jour, coordonné par le secrétariat général de la communauté du Pacifique. Il s'agit du projet Rescue, avec 7 sites pilotes à Fidji, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et au Vanuatu. Il vise à réduire la vulnérabilité des populations et des écosystèmes de la région face aux effets du changement climatique. Explication.
Nouvelle-Calédonie, en fait, on n'a pas une connaissance fine des impacts du changement climatique, pas encore à ce stade. Il y a des travaux qui sont en cours, notamment au niveau de l'ERD. On a aussi l'Observatoire du littoral qui a été mis en place pour faire des suivis de l'érosion des plages, donc c'est en lien avec le changement climatique. Mais donc pour l'instant, on n'a pas vraiment des données très fines. Voilà, les modèles qui existent, c'est des modèles qui sont à l'échelle du Pacifique, qui prévoient une augmentation de température qui peut aller de 1,5 degré si on réduit drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, si l'ensemble du monde réduit ses émissions de gaz à effet de serre, et ça peut aller jusqu'à plus 4 degrés d'ici la fin du siècle, si jamais on continue sur les mêmes scénarios d'émissions. Donc voilà, on a potentiellement des augmentations de température qui peuvent aller de 1,5 degré Celsius à plus 4 degrés Celsius selon les émissions. Voilà, en 2100, hein, c'est des projections à l'ordre de 2100. On a observé en Nouvelle-Calédonie une augmentation des températures minimales et maximales de l'ordre de 0,3 ou 0,2 degrés par décennie sur les 30 dernières années. Donc on sait qu'il y a déjà une augmentation de la température qui est en cours. Voilà, ça c'est ce qu'on sait maintenant. Ensuite, en termes d'impact sur les écosystèmes, c'est beaucoup plus difficile de le prévoir parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent du contexte local. On sait que globalement les récifs coralliens seront très fortement impactés sous des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre élevés. Donc là, il y a quand même un accord global de la communauté scientifique sur ce fait-là. Après, de savoir en Nouvelle-Calédonie quel impact réel ça va avoir sur les récifs coralliens de Calédonie, c'est difficile de se prononcer pour le moment. En termes d'autres impacts, je crois qu'il y a sur les cyclones de catégorie 4 à 5, c'est-à-dire les cyclones très forts, type le cyclone Pam qu'on a eu récemment au Vanuatu, on estime que d'ici à 2100, il pourrait y avoir une augmentation de 15% de ces cyclones. Voilà. On sait aussi que les experts prédisent des augmentations des périodes de sécheresse, des périodes plus sèches et plus longues sur les 50 prochaines années en Nouvelle-Calédonie. Mais voilà, il y a toujours beaucoup d'incertitudes et donc l'idée c'est vraiment d'appliquer entre guillemets ce qu'on pourrait appeler le principe de précaution, c'est-à-dire on est face à des incertitudes, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas, mais dans tous les cas il faut vraiment commencer à agir maintenant pour d'une part prendre des mesures d'atténuation, c'est-à-dire limiter les émissions de gaz à effet de serre, et d'adaptation, c'est-à-dire de pouvoir en fonction des impacts prédits prendre les mesures adéquates pour que les populations puissent s'adapter et souffrir le moins possible économiquement, socialement, culturellement des impacts du changement climatique. Voilà. Et donc ça peut en partie passer par une protection et une restauration des écosystèmes. Voilà, c'est une solution parmi d'autres, il y a beaucoup d'autres solutions, mais en tout cas c'est une solution qui nous semble importante et que le projet Rescue vise à soutenir dans les différents territoires et les pays sur lesquels le projet intervient. Ce projet, c'est un projet d'adaptation au changement climatique qui est financé par la France, donc par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial. Et donc c'est un projet on a 6,5 millions d'euros qui sont répartis sur 4 pays et territoires du Pacifique. Donc on travaille sur Fidji, Vanuatu, en Nouvelle-Calédonie, province Nord et province Sud, et en Polynésie française. Et donc on intervient auprès des gouvernements ou des provinces pour mettre en place des diagnostics et des actions concrètes de terrain pour aider les populations à s'adapter au changement climatique, voilà, en proposant des solutions qui sont axées sur on appelle ça des solutions basées sur la nature, c'est-à-dire qu'on va protéger et restaurer les écosystèmes pour faire en sorte qu'ils puissent continuer à produire des services qui peuvent ensuite aider les communautés, les populations locales à mieux s'adapter aux effets négatifs du changement climatique. On peut prendre l'exemple des récifs coralliens.
qui produisent par exemple un service de pêche. Donc il y a beaucoup de pêche côtière dans les pays et territoires du Pacifique. Donc les populations locales en sont fortement dépendantes. Les récifs coralliens, par ailleurs, produisent également un effet de protection contre la houle, contre les cyclones. Donc ils atténuent la houle du large et donc ils protègent les habitations. Donc l'idée de protéger les récifs coralliens, ça permet ensuite de mieux aider les populations à s'adapter face au changement climatique. Par exemple, si les récifs disparaissent, on va avoir moins de poissons. Donc voilà, les récifs sont menacés par le changement climatique. Donc on aurait moins de poissons, donc des impacts socio-économiques sur les populations. Donc l'idée, c'est de protéger les récifs pour aider les populations à mieux s'adapter au changement climatique. On peut mettre tout un panel d'actions pour les protéger. Ça peut aller d'une réserve marine à gérer mieux les pêches et les stocks de poissons. Ça peut être aussi par exemple replanter des zones de mangroves, puisque les mangroves fournissent aussi différents services. Par exemple le bois, mais aussi elles ont un rôle important dans les nurseries de poissons pour les pêches. Elles ont aussi un rôle de protection du littoral, de lutte contre l'érosion côtière. Donc protéger, par exemple restaurer ces mangroves ou les protéger, ça contribue à maintenir tous ces services-là. Donc les mangroves peuvent être potentiellement fortement impactées par le changement climatique. Protéger les mangroves, en tout cas, ça peut permettre de garder et de protéger ces services qu'elles rendent aux communautés pour le futur, et donc de permettre aux communautés de mieux s'adapter en termes, si jamais il y a un cyclone avec une forte houle, ou voilà, pour faire en sorte que les communautés puissent continuer à pêcher dans le futur avec des récifs coralliens qui normalement seront fortement impactés si on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre dans les 50 années à venir. Le projet il a démarré en 2014, c'est assez récent, il se termine en 2018. Il y a eu toute une phase d'abord de concertation, de définition des actions en partenariat avec la province Nord et avec la province Sud. Ensuite, on a recruté des experts locaux et internationaux pour qu'ils puissent venir nous aider à faire des diagnostics et à identifier le type d'actions qui seront mises en œuvre. Donc pour prendre des exemples concrets sur ce que nous avons prévu de faire en province Nord et en province Sud, on va travailler beaucoup sur des stratégies de restauration écologique. Donc voilà, on sait qu'il y a des zones dégradées en Nouvelle-Calédonie où on a une forte érosion qui peut donc impacter non seulement les ressources en eau pour les populations, mais aussi de manière plus générale les écosystèmes des bassins versants. Donc essayer de restaurer ces zones-là, de mettre en place des petits ouvrages de lutte contre l'érosion. Voilà, ça peut prévenir aussi les risques liés au changement climatique, d'augmentation des précipitations extrêmes, des événements climatiques extrêmes qui pourraient engendrer des phénomènes d'érosion plus forts. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler en amont pour mieux les prévenir dans le futur. En province Nord également, on va mettre tout un dispositif de suivi hydrologique et météorologique sur le bassin versant de Touault, voilà, sur la zone de captage d'eau d'Assinem. Et donc l'idée encore là, c'est plus un rôle de suivi et d'évaluation. Donc on va essayer de suivre vraiment les débits des cours d'eau, le suivi de l'érosion, le suivi des impacts météorologiques, le suivi des actions de restauration de l'érosion pour voir quel impact ça a sur toute la chaîne du bassin versant. Donc voilà, tout ça c'est ce qu'on pourrait appeler ça c'est plutôt des actions pas vraiment d'adaptation forte, mais en tout cas de prévention, c'est-à-dire on essaie de s'équiper pour mieux suivre les impacts potentiels du changement climatique dans le futur. Voilà, protéger les écosystèmes afin qu'ils soient en meilleure santé et plus résistants face aux menaces, telle est la volonté du projet Rescue. Vous pouvez aller visiter la page internet dont l'adresse s'affiche à l'écran. Vous y trouverez de nombreuses informations, mais attention, la page est en anglais. Pour ce qui concerne les études menées par l'IRD, je vous invite à vous rendre également sur le site internet, plus exactement sur la plateforme dédiée à la recherche sur le changement climatique à l'adresse suivante: www.climat-surveillance-surveillance.ird.fr. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde scientifique. À bientôt!